Enfin, tout y est, tout est finalement rentré dans l'ordre et nous démarrons ce numéro de votre matinale Actu Matin avec un retard indépendant de notre volonté. D'ores et déjà, mesdames et messieurs, nous vous présentons nos sincères excuses. Et bien sûr, Actu Matin, une édition spéciale de ce jeudi avec des rubriques que nous sommes obligés de mettre de côté, histoire de vous servir d'autres informations. Une édition du jeudi bien fournie avec différents plateaux d'invités et en cours en ce moment une opération de collecte de données, ceci dans le cadre de l'enquête de Grappe à indicateurs multiples à l'actif de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Que comprendre de cette enquête? Rémi Hungavou, directeur des études à l'Instad, ex-INSAE, sera avec nous pour des précisions. Au Parlement, les députés sont en session ordinaire, la deuxième session de cette année 2021. Le projet de loi des finances pour la gestion 2022 passe en étude sur plusieurs semaines. Le document sera décortiqué avec à l'arrivée son adoption ou son rejet. Ce matin, nous aurons une idée sur le principe parlementaire et les grands axes des débats qui vont s'ouvrir au Parlement. Gérard Benonchi est député Union progressiste et membre de la commission des finances. Il sera avec nous en plateau à l'heure du forum de discussion. Et pour nous installer, on va retrouver dans un instant Wahab Alikpara qui va nous présenter la une des journaux. Vous aurez des précisions sur les informations relayées dans la presse nationale ce matin, surtout qu'on sort d'un conseil des ministres. C'était hier, mercredi. Wahab Alikpara, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. On vous retrouve dans un instant après ceci. Allez, nous sommes avec vous, Wahab, bien installé, la une des journaux. Oui, Christian Dandéjan, comme vous l'avez dit, la traditionnelle rencontre des membres du gouvernement a bel et bien eu lieu hier, mercredi. D'importantes décisions ont été prises et les parutions ce matin en parlent un peu. On a également dans les colonnes des parutions et même à la une, les échos de l'Assemblée nationale. On va commencer par le quotidien Maison Fraternité, comité scientifique sectoriel, sciences juridiques et politiques de l'Université d'Abomey-Calavi, le professeur Ibrahim Salabi confirmé à la présidence. Le recteur Félicien Avlessi lui donne carte blanche. Lutte contre les gros bonnets de la cocaïne pour une restructuration de l'économie béninoise. Les sociétés écrans en voie de disparition. Information à découvrir à la page 3 du quotidien Fraternité. Distribution digitale, Blue Diamond et Universal Music Africa poussière la musique des années 1960. Action sociale à Tokan. Nous sommes là dans la commune d'Abomey-Calavi. Angie Énergie Access Bénin offre des kits scolaires à l'orphelinat Cité d'Espoir. L'autre quotidien à présent, travaux de revêtement et d'aménagement dans la capitale économique, Cotonou donc. Bientôt Cotonou complètement embelli et moderne. Et puis développement de la commune de Cotonou. Luc Atropo opte pour des orientations budgétaires inclusives. Le matinal, la prolifération des réseaux de proxénétisme à Cotonou. Le préfet Alain Orunla justifie la traque aux belles de nuit. Nous entreprenons de faire fermer tous ces espaces, dit le préfet Alain Orunla. L'approche du préfet, objet de polémique selon le matinal. Et puis esplanade des Amazones, place de l'Indépendance, champ de foire et jardin de Mathieu, des travaux confortatifs de revêtement amorcé. La Nation, Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, à propos du rapatriement des biens culturels. Le président Patrice Talon a démontré encore ses qualités de visionnaire. Et puis opérationnalisation de la Sénat, le Conseil électoral s'active. Info matin, développement local de la commune de Soava, la diplomatie offensive de Major Zanou concrétisée par l'association Humani Cher. Et puis chantier routier au Bénin après les 2 KP, c'est-à-dire Kwande Keropienko via Banikwara, la desserte Niki Sebana attendue.
quotidien La Cloche, réaménagement urbain dans la capitale économique du Bénin, Cotonou sur orbite des plus belles capitales d'Afrique occidentale. Et puis La Cloche qui nous apprend que les décrets portant AOF de 14 ministères ont été adoptés hier en Conseil des ministres. Matin libre, reprise de la CITES par la société Dongako SA Cotonou, le coton à nouveau transformé à Lokosa. Et puis retour imminent de 26 œuvres d'art au Bénin. Le président Patrice Talon l'a fait. Un courage politique, un vaste programme d'accueil et de promotion. Le challenge, adoption et plébiscite du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale et de 5 pour l'infatigable Louis Vlavono, l'homme qui métamorphose le Parlement béninois. Et puis hausse de la note du Bénin à B+, la magie Talon fait exploser les compteurs des finances mondiales. Nord-Sud quotidien, Conseil des ministres, les décrets portant AOF de 14 ministères adoptés. Puis réouverture de la CITES, l'OCOSA salue la décision du gouvernement. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui nous apprend que Ibrahim Salami est confirmé à la présidence du comité scientifique sectoriel sciences juridiques et politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Et justement, Moïse Dossoumo qui écrit ce matin qu'il aura fallu du temps avant que Ibrahim Salami ne soit appelé à occuper la présidence du comité scientifique sectoriel, scientifique, juridique et politique de l'université d'Abomey-Calavi après les dénonciations liées à son élection intervenue le 22 avril dernier. Les autorités rectorales ont donc décidé de valider le choix de cet enseignant, le choix des enseignants de la faculté de droit et de sciences politiques ainsi que ceux de l'école nationale d'administration et de magistrature et d'âme. Je vous invite à lire l'article, c'est en page 3 du quotidien Fraternité. Nous sommes jeudi, en fin d'édition. Vous aurez votre revue de presse avec Narcisse à l'Ossé. Bien, en plateau ce matin, après la une des journaux, nous vous proposons les informations sportives avec Ali Moumouni. Et juste après, nous irons à l'Assemblée nationale où les députés sont en session. Le budget général de l'État sera en étude. Gérard Benouchi est député, président de la commission des finances. Il sera avec nous autour des débatteurs de Canal 3 Bénin pour nous apporter des précisions sur les grandes orientations de ce budget. Restez avec nous, installez-vous, les sports, toute l'info, c'est maintenant. LBM, notre passion vous transporte. Eh bien, le jeudi sur Sport Matin, on accorde la parole à certains responsables d'associations sportives. Et ce matin, avec vous, Ali Moumouni, il sera question de la Fédération béninoise de roller. Vous avez réalisé une interview avec son président, on le suivra tout à l'heure. Mais avant, ce sera les résultats de la Ligue européenne des champions. Bonjour Ali. Oui, bonjour Christian. Oui, donc la suite différentes rencontres d'hier. Oui, la suite des rencontres comme temps pour la 4e journée de la Ligue des champions ont été disputées hier. Et donc pour ce mercredi, le Real Madrid en première heure, donc à partir de 18h30 était donc face à Shakhtar Donetsk. Les Madrilènes se sont imposés sur le score de 2-1. Liverpool également s'est imposé à l'Atlético comme à l'aller sur le score de 2-0. Manchester City face au Club Brugge. La rencontre s'est soldée sur le score de 4-1. Red Bull Leipzig était donc face au PSG, au Paris Saint-Germain en déplacement. Score à l'arrivée, 2 buts partout. Milan AC et Porto se sont séparés également
séparés également sur le score de parité d'un but partout. Borussia Dortmund s'est incliné à domicile face aux Hollandais d'Ajax. Score à l'arrivée, 3 buts contre 1. Le Sheriff s'est également incliné sur le même score face à l'Inter. Et pour finir, le Sporting s'est imposé 4-0 à Beşiktaş, le club turc. Question, on passe donc à l'interview du jeudi et donc comme je vous le disais, c'était donc accordé ce jeudi au président de la fédération béninoise de roller sport. Il était donc nécessaire d'aller s'imprégner des secrets de cette fédération qui depuis quelques années ramène des médailles au pays après toute sortie. La dernière en date, c'était donc lors du championnat africain du speed skating et du freestyle tenu au Bénin où ils ont engrangé 60 médailles au total, dont 27 en or, 20 en argent et 13 en bronze. Dans cet entretien, Marius Chibozo, président de la Fédération béninoise de roller sport, nous parle de leur saison et leurs projets futurs. Suivons ici l'interview de ce jeudi 4 novembre 2021. La saison 2021 a été une saison très difficile compte tenu de la situation liée à la pandémie du coronavirus. Mais néanmoins, nous avons pu tirer notre épingle du jeu. Donc, cette saison a été encore une saison très fructueuse pour nous au niveau de la Fédération béninoise de roller sport en ce qui concerne la prestation de nos athlètes. Au début de chaque année, nous lançons déjà les tests de niveau. Et ces tests de niveau nous permettent de dégager déjà les licenciés qui peuvent faire des compétitions au niveau de la fédération. Et après ça, il y a le Challenge Cotonou Skating qui a été lancé. Et une compétition qui nous permet de mettre en jambe nos champions d'Afrique, de mettre en exhibition nos techniciens et nos entraîneurs, donc tout un panoplie de prestataires qui trouvent son compte lors de cette compétition. Au-delà de ces compétitions, de ces activités sur le plan national, il y a aussi les championnats d'Afrique que le Bénin a abrité, et la 4e édition des championnats d'Afrique de speed skating et la 2e édition des championnats d'Afrique de inline freestyle. Lors de cette compétition, le Bénin est sorti premier au niveau de ces deux différentes disciplines. Et donc au total, le Bénin a eu 60 médailles au total, dont 27 en or, 20 en argent et 13 en bronze. Nous n'allons pas parler de nouvelles révélations parce que c'est les meilleurs que nous connaissons déjà sur le plan national et sur le plan continental qui ont mis encore en jeu leur titre. Chacun a pu conserver son titre. Mais là où il faut parler de révélation, c'est au niveau de nos pépinières que nous sommes en train de préparer aujourd'hui pour la relève de ceux-là, d'autres seniors aujourd'hui qui sont en train d'aller déjà à l'apogée. Le secret, c'est une formation à la base. Nous, notre secret aujourd'hui, c'est une formation à la base. Nous avons eu la chance de travailler avec les enfants dès le bas âge. Et comme vous le savez déjà, même pour les études, c'est à bas âge qu'on commence les études. Et celui qui commence les études à bas âge, quand il grandit, il suit le processus, il ne peut que donner un très bon résultat. Et c'est ce que nous faisons au niveau de notre discipline. Nous avons une pépinière, les enfants de 3 ans qui démarrent déjà la pratique de roller chez nous. Et nous faisons tout possible pour, chez eux, tout d'abord quand ils commencent, chez eux c'est l'amusement. Mais on arrive quand même à les cadrer jusqu'à ce qu'on commence par avoir de très bons résultats à leur niveau, discuter avec leurs parents pour qu'ils soient réguliers aux séances d'entraînement et
Et avec ça, nous avons eu on a le résultat que nous avons. Les difficultés que nous avons, on a plus de difficultés financières pour la réalisation des activités parce que nous avons beaucoup de projets, beaucoup d'activités à réaliser, mais faute de moins de moyens, on n'arrive pas à réaliser toutes ces activités. Mais néanmoins, aujourd'hui, grâce à la politique de l'État, nous avons commencé par démarcher déjà des partenaires qui nous aident pour la réalisation de ces activités. Les projets futurs que nous avons à partir de 2022, c'est de faire tout possible d'abord de doter la Fédération béninoise de roller sport d'un siège physique qui va lui permettre de réaliser sans difficulté ces activités. Après ces projets, nous avons aussi les tests de niveau que nous allons relancer en 2022, le Challenge Cotonou Skating qui est aussi au rendez-vous, et les championnats nationaux, à savoir au niveau de inline freestyle, au niveau de speed skating et au niveau de ring hockey. Parce qu'aujourd'hui, dans les 12 disciplines de notre fédération internationale, le Bénin est en train de développer 4, à savoir le speed skating qui est le roller de vitesse, le inline freestyle qui est le roller acrobatique, le ring hockey qui est un jeu collectif et le skateboarding qui fait partie des disciplines olympiques depuis Tokyo 2021. Donc nous devons organiser les championnats nationaux dans toutes ces disciplines et démarrer aussi les préparatifs pour les championnats africains, c'est-à-dire la deuxième édition de Africa Roller Game qui doit se dérouler probablement au Maroc ou en Égypte. Après ça, nous avons le World Roller Game qui sera en Argentine dans le mois de juillet. Eu égard à tout ça, nous avons pour projet à long terme la construction d'une piste adéquate pour la pratique du roller et aussi comment faire, parce que nous sommes en étroite collaboration avec des partenaires au développement, à savoir des pays qui ont déjà un niveau très avancé dans la discipline, la Colombie, avec qui nous sommes en étroite collaboration et qui est prêt à former nos poulains, nos pépinières, et leur donner une formation adéquate pour que le Bénin puisse toujours régner sur le continent en tant que champion d'Afrique. Allez Christian, voilà donc pour ce qui concerne la Fédération béninoise de roller sport qui a donc engrangé cette année 60 médailles dont 27 en or au profit du Bénin. En tout cas, c'est une très belle performance de cette fédération et de tous les membres qui, en tout cas, apportent leur pierre à la construction et à la consolidation de cette fédération béninoise de roller sport. Justement, Christian, puisqu'on lui a demandé par rapport au secret et c'était donc la formation à la base. Et je crois que c'est déjà la clé pour toute discipline sportive qui cherche à émerger. Il faut donc prendre les enfants dès le bas âge et donc pour pouvoir, je dirais, assurer un meilleur avenir. Super. Merci beaucoup. Merci à vous, Ali Moumouni. Demain vendredi, vous nous reviendrez et cette fois-ci, ce sera pour le programme week-end. Oui. Merci beaucoup. Rendez-vous pris. Mesdames et messieurs, dans un instant, on va faire le tour des marchés avec Clément Atchadé. Ce sera à la page Éco. Vous verrez donc les marchés qui vont s'animer tout au long de ces derniers jours qui s'annoncent. Et puis, les tendances des prix sur ces différents marchés. Restez avec nous. LBM, notre passion vous transporte.
Eh bien, c'est économie sur Actu Matin, mais nous avons la page éco et c'est avec vous, Clément Tchadé. Bonjour. Oui, Christian, bonjour à toutes. Bonjour, Christian. Bonjour à toutes et à tous. Oui, voici très rapidement les marchés qui s'animent. C'est dans les tout prochains jours. Et ce jeudi, donc, le marché d'Aléjo s'anime, le marché de Bimbereke. Et le marché Bénin, c'est un marché situé dans la commune de Waké, un marché qui s'appelle Bénin. On aura également ce même jeudi le marché de Kalalé, le marché de Wesser, le marché de Wando, c'est à Porto-Novo. On aura également le marché de Materi. Demain vendredi, c'est le tour du marché de Gogounou, le marché de Karimaman, Malanville. Toujours demain vendredi, le marché de Otola. Otola, c'est dans la commune de Savalou. On aura également toujours demain le marché de Sekou et le marché de Kové. Samedi, c'est le tour du marché de Grand Popo, le marché de Indali, le marché de Doumé, le marché de Parakou, mais aussi un petit marché de Parakou, le marché dépôt. Et également, toujours à Parakou, le marché Azerke. Sans oublier, toujours au samedi, on aura le marché d'Alada. Dimanche, c'est le tour du marché de Massi, le marché de Segbana, le marché de Niki, le marché de Gobada, le marché de Djaloukou, le marché de Ouedeme, le marché de Zeplak. Et toujours dimanche, on aura le marché de Dantokpa et enfin le marché de Boïkan. Voilà. Et sans transition, voici maintenant les tendances des prix à Bimbereke comme à Materi. Le gari est actuellement à 525 francs le kilogramme, alors que le maïs coûte toujours dans la même zone 275 francs le kilogramme. Le niébé local est actuellement à 410 francs le kilogramme. À ces coûts comme à Kové, les bananes plantains sont actuellement à 525 francs le kilogramme. L'huile rouge est à 550 francs le kilogramme, tandis que le gari coûte dans la même zone 570 francs le kilogramme. Au marché d'Azeka, un peu comme à Ndali, le maïs est à 525 francs également. Le haricot coûte entre 600 et 700 francs le kilogramme, tandis que le cassoulet est à 3000 francs le kilogramme. Et quand on prend Tokpa et environ, le mil coûte 375 francs ou 400 francs le kilogramme. Le Vanzou est à 900 francs le kilogramme, alors que le soja à Cotonou, et précisément dans Tokpa, est actuellement à 500 francs le kilogramme. Voilà un tour rapide des tendances de ce jeudi. Voilà, à travers vous, nous voyageons à travers les différents marchés qui s'animent chez nous au Bénin. Pour la première fois, un marché qui s'appelle, je suis très sûr et certain, un marché qui s'appelle Bénin. C'est dans la commune de C'est la première fois. Je ne sais pas si l'honorable Gérard Benochi connaît ce marché. D'accord. Eh bien, dans un instant, nous irons au Parlement avec vous, honorable Gérard Benochi. Je rappelle que vous êtes député et président de la commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale. On reviendra donc sur l'actualité du moment au Parlement, puisque depuis le 26 octobre dernier, eh bien, la session budgétaire s'est ouverte à l'Assemblée nationale et présidée par son président Louis-Yves Lavonou. On va décortiquer les grandes orientations de ce budget qui passe en étude au Parlement. Vous êtes avec nous. Bonjour Raymond Parfait Agnabossou. Bonjour Christian, j'ai une question à poser à Clément. Oui, allez-y. On appelle le produit cassoulet ou c'est quand ça va au feu qu'on appelle ça cassoulet? Parce que on appelle ça faut que doyoué. Bon, est-ce que c'est quand ça, c'est quand c'est qu'on appelle ça cassoulet ou bien c'est la matière première qu'ils appellent cassoulet, si je veux bien savoir. Je pense qu'il doit aller faire encore les recherches. Quand il dit cassoulet, ça apporte vous voyez un peu les ingrédients, le goût que cela donne par la suite. C'est en langue locale. Oui, je sais, ça doit avoir un nom. Peut-être que c'est haricot, voilà. C'est quand c'est prêt avec les carottes. Une variété d'haricots. Voilà. Comme l'a dit l'honorable, je vais faire la recherche. Et lundi, soit ici ou en inbox. Allez, Akimé Ousseri Sanon-Si va nous rejoindre en plateau pour nos discussions de ce matin. Et nous vous proposons, mesdames et messieurs, sans transition, de suivre ce petit élément qui va introduire le sujet du jour.
C'est une loi des finances rectificative votée à l'unanimité par l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale. Après un examen du projet de modification déposé par l'exécutif, le Parlement a donné ainsi son avis favorable à la volonté de l'exécutif de réajuster la politique économique et budgétaire afin de s'adapter à la conjoncture économique actuelle. Un réajustement qui vient prouver les efforts du gouvernement à travers son vaste programme d'action qui accorde une place de choix à l'investissement public avec à la clé plusieurs programmes et projets de développement. Cette modification du budget général de l'État gestion 2021 aura suivi les procédures prévues par la législation en la matière. Après plusieurs communications et des comptes rendus des travaux précédents, la Commission des finances et des échanges du Parlement a lu aux députés son rapport sur le projet du collectif budgétaire gestion 2021. Du rapport de la Commission présidée par l'honorable Gérard Benouchi, il ressort que le nouveau budget s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 2 985,046 milliards de francs CFA. Une hausse qui, au dire du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani, s'explique par plusieurs raisons. Il s'agit entre autres des dépenses additionnelles induites par l'extension dès la rentrée en cours du programme national d'alimentation scolaire intégrée, des ressources supplémentaires nécessaires des travaux de desserte du territoire national en eau potable, des crédits nécessaires pour adresser les défis liés à la résurgence de la crise sanitaire Covid-19, des ressources financières nécessaires à l'accélération et à l'achèvement des travaux ouverts sur plusieurs chantiers au titre du programme d'action du gouvernement. De nouvelles dépenses que le gouvernement juge utiles pour pallier aux urgences des populations. Avec cette modification de la loi des finances gestion 2021, préalablement établie à plus de 2 452 milliards de francs CFA, la cagnotte de l'État béninois pour le compte de cette année en cours passe donc à 2 985,046 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 532 milliards de francs CFA. Une hausse qui vient confirmer l'amélioration de la capacité de mobilisation des ressources propres de l'État béninois. Mais pourquoi un tel réaménagement à quelques mois de la fin de l'année budgétaire en cours ? À quoi doivent s'attendre les populations en termes de retombées sur leurs conditions de vie et surtout sur le chantier du social? Quels sont les impacts attendus de cette nouvelle orientation de l'investissement public? Ce sont là l'essentiel des questions sur lesquelles portent les discussions de ce matin avec, pour invité du forum, Gérard Benouchi, président de la Commission des finances et des échanges à l'Assemblée nationale du Bénin. Allez, autant de questions, autant d'interrogations pour boucler donc cet élément réalisé par vos soins, Clément Achadé. Et nous avons un très bon interlocuteur en plateau ce matin pour nous apporter des précisions. Gérard Benouchi, merci donc de répondre présent à notre invitation. Merci de nous rejoindre. Entre-temps, Akime Selou Ousseni. Eh bien, le mardi 19 octobre, vous étiez au Parlement également, où ensemble, les députés de la 8e législature, vous avez, je dirais, donné votre quitus au gouvernement pour la hausse du budget général de l'État pour la gestion 2021. Beaucoup veulent comprendre pourquoi ce collectif budgétaire. Il s'est passé quoi entre-temps? Merci beaucoup. Merci à tous mes amis du plateau. Oui, il faut vraiment situer le contexte. Pourquoi souvent les lois de finances rectificatives? Il faut dire que lorsque on vote une loi de finances qui est en cours d'exécution, si pendant l'exécution, la conjoncture économique venait à être modifiée, soit de façon positive ou négative, qui entraîne une modification des conditions d'exécution de cette loi de finances, notamment la modification des autorisations de plafond de dépenses et aussi la modification des données générales quant à l'équilibre budgétaire. Quand on se trouve dans ce contexte, la loi organique relative aux lois de finances, qu'on appelle la LOLF, à son article 35, impose au gouvernement d'introduire au Parlement une autre loi pour modifier, pour lui permettre de régulariser les ressources additionnelles qui ont été donc engrangées, puis de régulariser aussi les décisions administratives de réaffectation et d'orientation des recettes additionnelles qui ont été donc engrangées. Donc c'est cela
qui a justifié au niveau du gouvernement l'introduction de cette loi de finances. Votre reportage l'a dit, M. Clément Tchadé l'a dit, au cours de l'exécution du budget 2021 qui était de 2450 quelques milliards, il l'a dit, le gouvernement a engrangé des performances. Des performances d'abord au niveau donc, des régies financières. Les régies financières, c'est la douane, les impôts et puis le trésor. Donc la mobilisation, la performance de la mobilisation des ressources intérieures est tirée donc par l'administration fiscale a permis qu'à l'évaluation à mi-parcours au 30 juin de 2021, les impôts avaient déjà creusé le plafond à plus de 70 milliards de dépassement donc, des prévisions. Donc, tiré aussi par un peu le trésor et puis l'administration douanière. Mais en plus de cela, l'État béninois a pu, de par sa politique rigoureuse de la dette et puis son dynamique au plan international, sur les marchés internationaux, pu capter donc des opportunités qui lui sont offertes. Vous avez dû entendre que l'État béninois a pu lever des donc vous avez, donc ça c'est des ressources exceptionnelles qui ont été engrangées, de même que des prêts projets, des prêts programmes, des prêts bilatéraux, multilatéraux, qui ont été donc engrangés, le tout pour un montant total cumulé avec la mobilisation des ressources intérieures à 532 milliards. Il a dit, lorsque vous avez des ressources additionnelles de 532 milliards, vous devez dire comment est-ce que vous les utilisez à nouveau, étant donné que tant que l'Assemblée n'a pas autorisé une dépense, l'État ne peut pas le faire. Donc c'est cela qui justifie l'introduction d'une loi de finances rectificative pour permettre que l'Assemblée autorise à nouveau les affectations nouvelles que l'État entend donner aux ressources additionnelles qu'il a eues. Et il a cité les lignes sur lesquelles ces ressources additionnelles seront affectées, principalement les cantines scolaires, qui passeront de 51% à 75% de couverture. Donc 75% des écoles béninoises, de nos écoliers, pourront avoir un repas chaud chaque jour. Il y a aussi l'électricité, donc il a cité tous les domaines, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc voilà les axes vers lesquels les ressources additionnelles qui ont été engrangées, qui permettront que le budget 2021 en glissement annuel atterrisse à 2985 milliards au lieu de 2452 milliards initialement prévus. Et là, on y voit une augmentation de plus de 21%. Absolument, 21,73% d'augmentation. Alors, quand on vous écoute, chers messieurs, quand on écoute l'honorable, est-ce à dire que le Bénin se porte financièrement mieux, qu'on fasse des prévisions et qu'on aille au-delà en faisant appel à un collectif budgétaire, Akimé Ousseni? Est-ce que le Bénin se porte mieux? Je crois que c'est une question qui a bien d'une réponse, mettons quoi, plus délicate et plus appropriée. De toutes les façons, tel que l'a expliqué tout à l'heure l'honorable Gérard, ce qu'on m'a donné, bien, l'État béninois a eu besoin de l'Assemblée nationale pour avoir l'autorisation d'engager des dépenses au regard d'un certain nombre de recettes qui étaient entrevues. Dans la foulée, je crois que nous l'avons déjà dit, quand jeudi surpassé, l'honorable n'a pas eu la disponibilité sanitaire pour être avec nous, eh bien, on a essayé quand même de faire constater qu'il faut forcément l'autorisation de l'Assemblée nationale avant que l'État, quoi que l'État ait eu des recettes supplémentaires, avant que l'État n'engage ses dépenses, il faut avoir l'autorisation. C'est ainsi que le mécanisme de gestion de la gouvernance l'a voulu. Sinon, eh bien, l'État n'aurait pas, à première vue, se rendre d'abord à l'Assemblée pour demander une autorisation de vote sur la loi de finances. Donc, du coup, parler de forme oblige, il faut repartir à l'Assemblée nationale. Et tel que Clément aussi l'a dit dans son élément, il y a eu des éléments nouveaux. Ces éléments nouveaux témoignent certainement de la bonne santé financière de l'État béninois à travers les régies financières. Quand on parle de bonne santé, eh bien, le Béninois lambda se dit, bon, bonne santé, voilà, bonne santé, mais est-ce que moi je suis financièrement en bonne santé? Au fait, c'est la question qui est à haut point d'ailleurs où, quand on veut l'expliquer, il faut forcément avoir des éléments macro, micro pour dire voilà, le Bénin se porte bien, mais ce n'est pas pour autant dire que, eh bien, dans
et dans les paniers respectifs, eh bien, ça se porte à merveille. C'est l'incidence de la bonne santé financière de l'État béninois quand ça impacte et quand le constat est dans ce moment que chacun pris dans son couloir peut vous dire oui ou non, le business se porte. Mais a priori, tel que c'est présenté, c'est que, bon, sur le plan économique, il y a quand même des garanties au point où il y a une certaine crédibilité qui permettent à certaines personnes d'accepter, mettre leurs ressources à disposition de l'État béninois. Ça fait pratiquement un an, vous recevez un plateau après le vote du budget général de l'État pour la gestion 2021, qu'on a qualifié de budget social. Cette fois-ci, je pense que le budget qui est en étude au Parlement, c'est un budget hautement social. En tout cas, vous nous direz le thème approprié tout à l'heure. Alors, Herman Parfait, Ali Moussou, un budget social qui nous emmène à une augmentation de plus de 21%, c'est-à-dire donc que les performances économiques du Bénin se sont entre-temps améliorées. Cette amélioration, s'est-elle ressentie dans le quotidien du Béninois, un peu comme je faisais la question à Kimé il y a un instant. Vous l'avez bien rappelé, c'est le collectif budgétaire qui fait une augmentation de 21,73%. Donc le budget en étude actuellement, on ne connaît pas encore le montant, on ne saurait dire. Le montant, c'est autour de 2 milliards, 2500 ou 2900. Le budget 2021 remanié est à 2985 milliards. Et ce montant servira de référence pour le budget 2022. Voilà. Donc, de sorte qu'aujourd'hui, se demander si le Bénin se porte mieux, oui, le Bénin se porte mieux du point de vue de sa crédibilité vis-à-vis des partenaires, parce que quand on arrive à lever des euros, bon, c'est pas n'importe quel État, surtout en période de Covid-19, parce que quand on fait l'analyse économique, il faut toujours pouvoir la situer dans un contexte. Le contexte actuel, c'est un contexte de crise sanitaire où beaucoup d'États ont eu des prévisions qu'ils n'ont pas pu atteindre, et où beaucoup d'États sont obligés de se tourner les pouces, de recourir à des partenaires pour pouvoir gérer même l'existant, pour pouvoir gérer l'existant. Je pense que le Bénin est crédible. L'état de santé du Bénin, en fait l'état de santé financière du Bénin, fait qu'on peut rêver mieux. On peut se dire, oui, si le Bénin a réussi à fermer les vannes au niveau de certaines régies, de sorte qu'aujourd'hui, on arrive à faire des recettes assez importantes. Encore que quand on assiste un peu, quand on voit ce qui s'est passé récemment encore au niveau de la douane, on peut se dire que l'État béninois, à travers le ministère des Finances, met en œuvre tout un système pour pouvoir mieux contrôler les choses, parce que désormais au niveau du système informatique, je crois qu'il y aura un contrôle qui sera plus accru, et voilà autant d'éléments qui aujourd'hui permettent de savoir que le Bénin fait assez d'efforts. Du point de vue du palais de la ménagère, on veut bien croire qu'avec le vote de ce nouveau budget là, de ce budget qui est en cours, dont l'étude va démarrer, que le palais de la ménagère puisse vraiment mieux s'en ressentir, parce que à ce niveau, si vous dites à tous les Béninois que ça va mieux, ils vont se gratter le corps. On dira que ça va mieux au niveau des cantines scolaires, les infrastructures qui sont en construction, les chantiers qui sont lancés de part et d'autre. Clément Tchadé. Oui, Christian, je tenais quand même à répondre à la question selon laquelle est-ce que l'économie béninoise se porte mieux ou pas. En fait, je l'avais dit avec Akimé il y a environ 15 jours, il y a deux options pour les collectifs budgétaires. Et quand vous regardez dans la sous-région, vous verrez qu'aucun pays, en tout cas à ma connaissance, n'a pu faire ce type de ces progrès. Et en fait, quand je parle en ces termes, c'est que généralement, souvent au niveau des États, quand on fait, surtout vers la fin de l'année, quand on fait un collectif budgétaire, c'est souvent pour revoir à la baisse le budget préalablement établi. Ici, nous sommes à la hausse. Et cela vient confirmer encore une fois, je veux dire, les efforts que font, je veux dire, les acteurs de tous les systèmes économiques de notre pays, le travail qui se fait au ministère de l'économie et des finances, et notamment à travers les régies financières. Et si vous le permettez, je vais dire les choses peut-être comme ça. On se connaît, surtout chez nous en Afrique, comment les choses se passent. Si c'était dans une certaine période, on pouvait par exemple dire, bon oui, on avait dit à la face du monde qu'on allait atteindre tel ou tel objectif, et comment on l'a dépassé, comment on fait pour se partager les sous entre nous. Cela n'a pas été le cas. Cela prouve cette fois que tout au moins, même si c'est dur, comme on le dit souvent, qu'il y a un travail de fond qui
qui se fait. Et ça, c'est pour le financement de notre économie, c'est pour le financement de nos infrastructures routières, c'est pour le financement de l'eau, l'accès à l'eau potable, c'est pour le financement de l'accès de tout le monde, des pauvres, mais aussi des riches, à l'électricité. Donc voilà, autant de raisons, moi, qui m'amènent à dire, oui, même s'il y a des choses à revoir, il y a quand même un travail de fond se fait et qui améliore aujourd'hui. Un travail de fond se fait, il y a aussi que, quelque part, il y a une sincérité dans la gouvernance, puisque les députés sont entrés en contact avec les différents documents liés à cela. Alors, vous avez salué la pertinence des choix économiques et financiers opérés par le gouvernement. Au profit de qui? Merci beaucoup. Avant d'aller là, j'opine encore sur la performance de l'économie béninoise. C'est dit, il y a un adage en fond qui dit que allô? Donc, si c'est ton ennemi, mais s'il est bien habillé, il faut vraiment avoir le courage de le dire. Je pense que nous ne devons pas nous auto-flageller. L'économie béninoise est en pleine performance. En témoignent les notations des agences internationales qui sont chargées de noter les économies. Quand on note de façon constante, positivement notre économie, on doit donc s'en féliciter. Et puis ça fait 2 années successives que le Bénin est en train de faire un collectif budgétaire à la hausse. À la hausse, oui. Clément l'a dit, en principe, quand on fait un collectif budgétaire, c'est pour dire nous ne pourrons pas atteindre les prévisions, on va revoir nos intentions à la baisse, mais 2 fois successivement, nous allons à un collectif budgétaire pour porter à la hausse notre budget. Moi, je me souviens quand la première fois ici, sous Yahi Boni, le budget du Bénin allait porter à 1000 milliards, mais tout le monde criait pour dire que le Bénin allait à 1000 milliards. Or, à l'époque, l'exécution se tournait autour de 800 milliards. Mais depuis, quand l'exécution de notre budget va jusqu'à plus de 2500 milliards, je pense que c'est des performances inouïes et qui sont à saluer. Sans oublier qu'il y a une certaine pression sur les contribuables et bien d'autres acteurs du tissu économique. Il n'y a pas de pression sur les contribuables. Pas du tout, parce que depuis 2016, aucun taux d'impôt n'a été augmenté. Et puis le taux de la pression fiscale du Bénin est en train de baisser plutôt. Donc, absolument. Donc, il n'y a pas de pression sur les différentes réformes mises en place pour la sécurisation des recettes. Sécurisation des ressources et la diversification des sources de financement de l'économie. Donc, pas une pressuration sur les populations. Pas du tout, ni sur les entreprises dont la fiscalité est en train d'être allégée au fur et à mesure. Donc, est-ce que ces performances vont dans le panier de la ménagère? Vous avez dit, au profit de qui? Akimé Azouri, dubitatif. Mais je pense que lorsqu'on voit les affectations donc, de ces ressources en direction, donc on a dit, cantine scolaire, vous l'avez dit, quand vos enfants mangent un repas chaud à l'école, vous ne serez plus obligé de leur donner de l'argent. Et cet argent, ça reste dans votre panier, dans le panier de la ménagère. Lorsque mais oui, même s'il n'y en avait pas, vous devez vous débrouiller puisque votre enfant ne devait pas rester à jeun. Donc vous devez aller emprunter, mais vous n'empruntez plus. Ça soulage le panier de la ménagère. Lorsqu'on envoie les ressources pour l'électricité, c'est beaucoup d'emplois. Ceux qui sont employés, ils gagnent le salaire. Et ce salaire, c'est le panier de la ménagère. Lorsqu'on on finance les projets d'aménagement du cadre de vie, c'est beaucoup d'emplois. La deuxième phase de l'asphaltage qui va commencer, qui est boostée, c'est beaucoup d'emplois. Et tous ceux qui sont employés, moi je suis en contact avec des petits ouvriers de mon quartier qui me disent mais on aura vraiment maintenant là, on a du boulot. Mais il y en a qui ont du boulot et qui ne sont pas encore payés. Je veux parler des aspirants. Non, mais ils seront payés. Parler des entrepreneurs. Les aspirants. C'est un point qui sera corrigé, donc ils seront payés, donc il n'y a pas de problème. Non, c'est juste pour faire. Oui, ça veut dire que vos cohabitants du quartier, vos parents du village, ne vous mettent plus la pression. Non, pas du tout. J'ai eu des gens qui avaient l'habitude de venir me déranger les matins, mais je les vois, mais ils sont des ouvriers, qui plombiers, qui maçons, qui menuisiers, électriciens, mais ils ont de l'argent maintenant. Et ils réalisent, moi je suis content pour eux. Voilà. Ceux de votre quartier sont vraiment particuliers. Oui. Oui, bon en fait je tenais aussi à revenir sur un certain nombre
je veux dire, de détails concernant justement la transparence budgétaire. Ce qui amène aujourd'hui le Bénin, quand même, l'honorable l'a rappelé, à obtenir un certain nombre de notations. Il y a à peine 3 ou 4 jours, l'agence de notation Fitch qui a porté la note de la notation de crédit du Bénin encore une fois encore à B+. Je crois que ce n'est pas rien. Et quand Herman a bien fait de le dire dans son introduction, quand dans une période de crise sanitaire qui est forcément aussi une crise économique, je dirais même mondiale, les gens arrivent à lever de fonds sur le marché international. On arrive à réussir des opérations de rebond. Je crois que c'est des choses aujourd'hui qu'il faut saluer. Et même si le ministère de l'économie et des finances, souvent quand on demande à les recevoir pour expliquer, n'aime pas trop communiquer, je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut expliquer, il faut débattre et faire comprendre aux populations qu'il y a un travail de fond qui se fait. Et il y avait également la notation. Le Bénin avait occupé la 2e place en Afrique en termes de transparence budgétaire. Je crois que c'est tous ces éléments aujourd'hui qui portent, je veux dire, l'économie, qui améliore l'économie béninoise, et il faut les saluer. Comment ça se fait, honorable, que malgré le tableau bien beau qui est peint, oui, les voisins du quartier, vous les voyez réaliser, et au village, vous n'avez plus peur d'y aller, vous allez fréquemment, parce qu'il y a encore, dans un passé pas trop lointain, on a eu dit que les honorables députés que vous êtes, puisque vous êtes avec le peuple, vous avez eu le suffrage, de plus en plus vous êtes compliqué d'y aller, parce que quand vous y allez, vous devez régler les problèmes sociaux, vous n'en réglez plus apparemment, à vous entendre. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit qu'on n'en règle plus, j'ai dit certains jeunes qui sont de certains corps de métier, menuisiers, maçons, plombiers, qui sont de mon voisinage. Je les vois me dire que, honorable, ça va. Nous trouvons de l'emploi, il y a vraiment du boulot. On est occupé. Donc, je dis, je suis heureux pour eux. Et les autres, il n'y a pas que ça. Donc, vous continuez à régler encore. Qu'est-ce qui n'a pas encore marché à leur niveau? Est-ce que l'impact de la bonne santé? Oui, je vous ai toujours dit, je sais pas, il n'y a pas que ça dans la société, on n'a pas que ces couches, il y a plusieurs catégories. Il y a des gens qui ne sont pas encore impactés, il faut le reconnaître, et j'ai toujours dit que avant qu'on arrive à dire que la croissance est totalement dans le panier de la ménagère, il faut que le taux de croissance soit autour de 7% et consécutivement, sans aléa, pendant au moins 3 années. Quand le jour où nous aurons ça au Bénin, vous allez voir que le panier de la ménagère est systématiquement impacté. Tout le monde sera en train de dire oui, nous sentons cela. Mais, vous savez, nous étions presque arrivés quand la pandémie est arrivée. Si la pandémie de la Covid n'était pas arrivée, je pense qu'au Bénin aujourd'hui, le panier de la ménagère sur tous les plans serait en train de ressentir cela. Mais nous sommes en train de remonter. Et plaise à Dieu que nous remontions. Le taux de croissance tend vers 6% déjà. Si nous pouvons continuer jusqu'à sortir et commencer à nous porter vers les 7%, et puis de façon pérenne, on arrivera là. Mais nous devons nous réjouir que nous sommes en de bons chemins. En un bon chemin, que l'économie béninoise, depuis quelques années, est en train d'amorcer une courbe ascendante que nous ne régressons plus. Et nous devons encourager cela, féliciter les acteurs, dire continuons comme ça. Si nous continuons comme ça, nous y parviendrons. Je tenais quand même aussi à donner une précision. Vous voyez, avec tout ce que décrit l'honorable, moi-même j'ai essayé d'apporter un certain nombre d'éléments. Bizarrement, ou je dirais malheureusement ou heureusement, il y a certains pays qui jalousent le Bénin. Je regardais une chaîne ivoirienne il y a à peine quelques jours, où le ministre, je crois, des Finances de la Côte d'Ivoire disait que, bon, oui, le Bénin
c'était à travers une émission, un débat, le Bénin a réussi l'opération de rebond et qu'ils ont tenté. C'est vrai qu'ils avaient, la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui bénéficiaient de ça, qui a dit, mais nous, on tente maintenant, on n'a pas encore eu ça et qu'il y a du travail à faire. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut encourager, mais il faut expliquer aux populations. Il faut aussi injecter un peu plus d'argent dans le social, même s'il faut reconnaître qu'il y a un travail qui se fait, il faut encore en faire davantage. Et le Togo, quand on parle de la dette, la gestion de la dette, le Togo à côté, je crois en 2018, dépassait déjà ou avait atteint pratiquement déjà la bonne communautaire. Vous voyez, plus de 70% du PIB de la dette. Bon, quand vous voyez ça et vous comparez, parce que le Togo et le Bénin, c'est quand même des pays frères. Quand vous comparez tout ça avec ce qui s'est fait actuellement, vous vous rendez compte que effectivement, il y a un travail qui se fait, mais il faut travailler pour que ce travail qui se fait, la richesse qui est créée, puisse être redistribuée, comme le dirait l'autre, la prospérité partagée. Alors, le 26 dernier, il y a l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de cette année 2021, une session que vous appelez session budgétaire. En commission, est-ce que les travaux ont déjà démarré pour l'étude du budget? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres projets ou propositions de loi qui passeront en étude, mais ce qui focalise les attentions, c'est bien évidemment la loi des finances 2022. Absolument. Disons que nous sommes en pleine session budgétaire et puis notre programmation est serrée. Nous devons tout faire pour finir au plus tard le 9 décembre. Dans la programmation, c'est comme ça. Nous avons commencé hier, lancé avec les ateliers, les différents ateliers qui vont permettre aux députés de s'approprier le contenu du projet de loi de finances 2022, mais aussi d'avoir beaucoup d'éléments pour pouvoir analyser objectivement le budget de l'État. L'atelier qui a commencé hier sous l'égide de l'IPAB avec financement de la GIZ porte sur la budgétisation sensible au climat, la relance verte de l'économie et la transparence budgétaire. On a fait hier, on va finir aujourd'hui, jusqu'au soir on va finir. Demain, ce serait le tour de l'UNASEM de venir commencer à nous entretenir du contenu. Oui, c'est quoi déjà? L'unité d'analyse du budget de l'État qui est logée donc au Parlement. C'est une structure du Parlement qui regarde donc le cadre du Trésor, de l'économie, du ministère de l'économie et des finances, qui sont là, qui sont outillés, qui dépouillent le budget et viennent l'exposer, son contenu aux députés pour leur permettre que cela leur soit accessible. Vous savez que c'est pas, tout le monde n'est pas financier, et même si vous n'êtes pas financier avec... C'est comme le budget, c'est vaste. Il faut des gens pour décortiquer cela et vous rendre ça de plus accessible. Donc, ce sera fait demain, quand on va finir demain, à partir de lundi. Nous commençons ce qu'on appelle les audiences publiques. Nous allons commencer à recevoir tour à tour les centrales syndicales, la société civile, le secteur privé, le patronat, la chambre de commerce et d'industrie du Bénin, la chambre des métiers, la chambre d'agriculture. Tout cela viendront nous exposer donc leur appréciation du projet de loi de finances 2022 et nous faire des suggestions que les députés vont prendre et les transformer en des amendements à l'endroit donc du gouvernement, de sorte que à l'atterrissage, que le budget qui soit voté soit un peu en harmonie avec les desiderata des différentes populations que ces différents organes, que ces différentes structures représentent, qui sont aussi nos mandants. Donc, pour que le budget soit un peu proche des aspirations du peuple. Donc, voilà ce que de façon participative, ça nous permet d'étudier le budget de façon participative. Avant, à partir du 9 novembre, du 10 novembre, nous commencions à recevoir les ministres sectoriels, à commencer par le ministère d'État en charge de l'économie et des finances et le ministère d'État du plan, qui viendront nous exposer chacun
le contenu du projet de loi de finances et tous les documents annexes de projection, de perspective. Aussi, le ministère du Plan va nous exposer le programme d'investissement public. Donc, après eux, nous commençons à recevoir les ministères sectoriels à partir du 15 jusqu'à aller boucler, à finir là-bas en décembre. Et nous projetons donc de déposer le rapport au président de l'Assemblée autour du 6 décembre et le 9, le 6 ou le 7, et puis le 9, nous allons voter la loi de finances. Alors, une très belle programmation à vous entendre, avec de grands rendez-vous à prendre pour chacun de nous, pour avoir une idée donc du contenu de ce budget. Quelles sont vos attentes à vous, Herman Parfait, Allian Boussou, qu'on passe du social hautement social cette fois-ci? Je pense que le gouvernement, le chef de l'État, c'est d'ailleurs lui qui a parlé du hautement social à son investiture en 2021, il y a quelques mois, et qui aujourd'hui s'appuie sur les députés pour mettre en œuvre son hautement social. C'est vrai que vous avez suivi l'université vacances du PRD, où le hautement social a également été décortiqué à l'aune des différentes communications. Ici, généralement, la session budgétaire, c'est une session qui permet aux députés à députés de faire des amendements eux aussi, de faire des recommandations, des critiques assez quelquefois. Mais généralement, ce qui est souvent remarqué, c'est que ces recommandations ne sont pas souvent prises en compte. Est-ce que tout est fait prêt aujourd'hui pour que les recommandations, les amendements des différentes couches sociales soient prises en compte dans l'étude du budget général de l'État, honorable Benossi? Oui, merci. Il ne faut pas dire que la plupart des recommandations ne sont pas souvent prises en compte, non. Lorsque les députés font des amendements, ce qu'on observe, c'est que même à la dernière session budgétaire, près de 70% des amendements des députés avaient été pris en compte. Et ceux qui ne sont pas pris en compte, les députés les transforment en des recommandations au gouvernement. Et avant de commencer l'étude du projet de loi de finances de l'année N+1, avant de commencer, le gouvernement envoie le point de la mise en œuvre des recommandations de l'année N-1. Et donc, on va voir, ça va accompagner les documents budgétaires. On va voir, ils vont dire sur ce point, voici ce que nous avons fait. Sur ce point, nous avons fait à 100%. Ceci, nous sommes à tel pourcentage. Donc, les députés auront ça avant d'aborder donc l'étude du projet de loi de finances 2022. Et s'ils ne sont pas satisfaits, ils ont la possibilité de renouveler cette recommandation si en temps ce n'était pas tombé en désuétude, si c'est toujours d'actualité. Quand sur l'honorable Benossi, on se rend compte que le budget général de l'État, c'est une pile, une liasse de documents. Oui. Alors comment vous assurez, vous députés, que dans ce document-là, qu'il n'y a pas des petits biscuits qui ont été glissés pour tromper votre vigilance, par exemple? Comment se fait alors l'étude? Comment se fait l'étude de tous ces... de cette... Le gouvernement n'a pas intérêt à nous tromper. Donc, on n'a pas intérêt, le gouvernement fait des projections, sa manière, de sa politique, la politique par laquelle il entend conduire l'État, et puis met des ressources pour cela. À nous décortiquons cela pour voir si cela est conforme, nous aussi, à nos aspirations et aux aspirations des populations que nous représentons. Et si le gouvernement n'a pas omis des aspects, il n'aurait pas dû faire des orientations vers tel autre secteur. C'est ce que nous faisons et nous sommes outillés. Les cadres, nous avons assez de cadres qui décortiquent toutes ces liasses-là, et je dis rien n'est passé, rien ne passe inaperçu, tout est décortiqué et mis à nu devant les députés qui arrivent à appréhender le contenu pour faire donc des recommandations donc subséquentes. Alors avec tout ce que vous parlez, si vous le permettez, est-ce qu'on peut espérer une augmentation? On est déjà à moins de 3 000 milliards. Est-ce qu'on peut dépasser cette prévision avec les urgences, avec la référence actuelle qui tend déjà vers... Oui, forcément, dès demain, vous le saurez, nous allons aborder le contenu du projet de loi de finances dès demain en atelier. Vous pouvez déjà être informé. Mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement est ambitieux. Je ne le vois pas ne pas aller au-delà. Forcément, à partir de l'atterrissage de 2021 qui est autour de 2985 milliards, forcément, il y aura un accroissement. Nous pouvons frôler les 3 000 milliards. Merci beaucoup. Merci à vous, Gérard Benossi. On rappelle que vous êtes député
président de la Commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale. Merci pour ces précisions que vous venez de nous apporter donc sur le collectif budgétaire qui a été voté le 19 octobre dernier et maintenant la session budgétaire qui est ouverte au Parlement et qui va durer pratiquement 3 mois. Merci à vous, Hakimi Ousseni. Parce que j'ai vu tout à l'heure, je l'ai aperçu tout à l'heure, il est resté en tête. Merci Clément. Merci beaucoup. À vous également, Herman Parfait, Alien Bossou. Allez, il y a une opération qui va démarrer ou qui a d'ailleurs démarré. On aura des précisions sur cette opération. La réalisation d'une enquête de grappe à indicateurs multiples. La collecte des données a démarré. Rémi Hungevou, le directeur des études démographiques à l'INSTAD, il est notre invité. Il va nous apporter des précisions sur cette étude qui vient de démarrer. On rappelle que l'INSTAD, c'est bien sûr cet Institut national de la statistique et de la démographie, l'institut qui a remplacé l'INSAE. LBM, notre passion vous transporte. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Allez, retour au plateau avec notre invité, monsieur Rémi Hungevou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous reçois en compagnie de Wahab Ali Para. Oui, vous êtes le directeur des études de l'INSTAD. Une toute petite question. Pourquoi est-on passé de l'INSAE à l'INSTAD? Bon, c'est depuis bientôt 3 ans, l'Institut national de la statistique et de la démographie est rentré dans de profondes réformes. Donc, c'est les réformes, la restructuration donc, de l'appareil qui a amené à ce changement. Oui. Et vous savez que depuis des décennies déjà, les gouvernants ont compris l'intérêt donc de mettre en exergue les questions de population pour pouvoir les intégrer dans les politiques de développement. Donc, ça faisait partie également donc, des arguments qui ont poussé à... Et puis aujourd'hui, vous savez que nous ne sommes plus sous tutelle du ministère du Plan, nous sommes au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Donc quand on regarde également ce qui se passe dans la sous-région, généralement l'aspect démographie est mis en exergue dans les dénominations des instituts nationaux de statistiques. Justement, on va parler démographie beaucoup plus en profondeur, puisque votre institut organise depuis quelques jours la collecte des données auprès des ménages dans le cadre d'une enquête que vous avez appelée enquête par grappe à indicateurs multiples. Que comprendre de cette opération que vous avez lancée? Oui, c'est une opération. L'enquête MIS, c'est un programme international d'enquête auprès des ménages qui vise à évaluer la situation des femmes et des enfants en particulier. Bon, femmes, enfants, les hommes ne sont pas concernés. Les hommes sont concernés. Lorsque nous disons la situation, vous savez que la population féminine, les femmes, les enfants, constituent une couche vulnérable. Donc nous nous intéressons beaucoup plus. Mais il y a beaucoup d'aspects qui concernent les hommes également dans cette enquête-là. Donc c'est un instrument, un puissant instrument qui permet à l'État, à travers les indicateurs que nous allons produire, un paquet d'indicateurs que nous allons produire, de pouvoir suivre
les objectifs nationaux ou mondiaux auxquels le pays a souscrit. C'est également, vous savez, depuis des années, nous parlons des objectifs de développement durable. Donc, l'enquête mixte est également une source importante de données qui permettra donc de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre donc des objectifs de développement durable. Je peux même vous dire que sur les 17 objectifs, l'enquête mixte permet donc de renseigner des indicateurs sur 11 de ces objectifs-là. Donc, c'est très important. C'est une source importante de données sur le plan national et qui nous permettra donc de pouvoir être également à tous ces rendez-vous-là. D'accord. En termes clairs ou sinon terre à terre, comme on dit, lorsque vos équipes sont sur le terrain, pour les populations qui ne comprennent pas comment on procède, vous êtes là pour avoir certaines données et donc les enregistrer. Comment on procède pour que la population, les citoyens lambda puissent davantage comprendre? Ok. Avant d'envoyer les équipes d'ailleurs sur le terrain, on les forme. Donc, c'est des agents qui ont été recrutés, qui sont formés pendant plus d'1 mois et demi pour comprendre la méthodologie donc, de la collecte et d'abord le contenu de tous les outils que nous leur remettons. Alors, donc, il y a un travail préalable qui a été fait. Donc, c'est le travail de conception. Donc, l'échantillonnage, les gens vers qui on ira faire l'enquête. On ne laisse pas le choix à nos enquêteurs d'aller enquêter qui ils veulent. Donc, depuis déjà le bureau, on a identifié un certain nombre de ménages qui doivent être enquêtés. Ça veut dire qu'on ne va pas dans tous les ménages. On ne va pas dans tous les ménages. Il y a des ménages qui ont été ciblés. C'est les techniques d'enquête par sondage. Et après, on pourra faire l'inférence statistique, mais donner le résultat sur l'ensemble donc, de la population. Donc, ce sont ces ménages-là. Une fois que nos agents sont dans les zones ciblées, identifient ces ménages et nous ne harcelons pas, nous ne forçons pas les ménages à nous donner les informations. Parce qu'il y a également l'éthique qui recommande à ce que la personne puisse comprendre de quoi il s'agit et donner son consentement éclairé. Donc, les agents sont tenus donc d'obtenir ce consentement-là, d'avoir ce consentement des enquêtés, à présenter l'objectif donc de l'enquête, présenter le contenu de l'enquête et procéder maintenant aux différentes interviews. Nous avons plusieurs modules. D'abord, il y a le module ménage qui permet donc de rendre compte de la situation du ménage, de connaître les membres du ménage et les caractéristiques du ménage. Donc, à travers ce module, on pourra identifier maintenant d'autres éligibles. Nous parlions tout à l'heure des femmes. Donc, toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans seront identifiées dans les ménages et enquêtées à travers d'autres questionnaires. Également, les hommes ne sont pas laissés de côté. Et les hommes âgés de 15 à 49 ans également subissent également des interviews dans les ménages. Mais il y a des questionnaires spécifiques qui concernent les enfants de moins de 5 ans et les enfants de 5 à 17 ans. Et donc, un autre aspect que l'enquête aborde aussi, c'est l'évaluation de la qualité de l'eau. On fait le test de la qualité de l'eau que nous consommons dans nos ménages. Donc, il y a tout un dispositif là qui a été remis aux agents sur le terrain pour pouvoir faire ces différents tests. Ça veut dire que le questionnaire est orienté en fonction de la personne à qui on s'adresse, qu'il s'agisse des enfants ou qu'il s'agisse des femmes. Exactement. Alors, vous êtes à votre deuxième édition. Il y a eu la première. Ça avait porté sur quoi avant qu'on ne développe ce sur quoi porte la thématique ou sinon l'opération de cette deuxième édition? Il faut dire, comme je le disais au départ, c'est une enquête qui est conçue au niveau international pour nous permettre également de faire des comparaisons d'une édition à une autre, mais également des comparaisons des indicateurs d'un pays à un autre. Donc, les informations, tout ce que nous avons collecté au niveau donc, de la première édition sont restés pratiquement les mêmes, mais nous avons ajouté des thématiques nouvelles. Par exemple, j'ai évoqué tout à l'heure l'évaluation de la qualité de l'eau, donc le test de la qualité de l'eau, qui est, d'ailleurs, c'est la première fois que nous faisons ce test-là dans nos enquêtes auprès des ménages au Bénin. Et il y a également l'évaluation de la qualité de l'enseignement. Et ça se fait à travers les apprenants. Donc, c'est des tests de compétences fondamentales que nous faisons et de lecture et de calcul aux enfants âgés de 7 à 14 ans dans les ménages. Et également, nous abordons les compétences de vie et au niveau des adultes. Les enquêteurs sont également formés en conséquence. Les enquêteurs sont formés en conséquence. Comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont subi une formation pendant 1 mois et demi
sur l'ensemble de ces aspects, l'ensemble de ces modules. Différentes techniques thématiques. Exactement. Et après même la formation, tous ceux qui ont été formés n'ont pas été envoyés sur le terrain. Il faut filtrer, procéder à des... Donc ceux qui sont sur le terrain, c'est des gens qui méritent vraiment d'être sur le terrain. Alors, justement, il a parlé de la deuxième édition que vous venez de lancer. Il y a donc eu une première édition. Vous avez recueilli des données. À quoi ont servi ces différentes données recueillies là? Bon, en fait, d'abord, quand nous parlons des statistiques, c'est un outil qui permet de prendre des décisions. Donc au niveau national, dans tous les secteurs de la vie, nous avons besoin des statistiques. Donc ce sont ces informations-là que d'abord les politiques utilisent, on utilise pour élaborer les différents programmes, les différentes politiques. C'est ça qu'on utilise pour prendre un certain nombre de décisions au niveau du pays. C'est ça qu'on utilise pour prioriser. Parce que vous savez que lorsque le gouvernement doit intervenir dans tel ou tel secteur, les ressources étant toujours limitées, il faut procéder, il faut prioriser. Donc, ce sont ces statistiques-là qui permettent donc de prendre des priorités et d'assurer un développement équilibré de notre pays. Justement, je vous ai fait la question parce que vos agents repartent sur le terrain. C'est sûr qu'ils tomberont sur les ménages qu'ils avaient déjà recensés. Il y a il faut leur poser des questions. Certains seront réticents, disant justement que vous étiez là la dernière fois, mais on n'a rien constaté par la suite. Que rien n'a changé. Rien n'a changé. Oui, en fait, la question est venue à point nommé. Il faut que les gens comprennent que chaque action que le gouvernement doit mener doit être basée sur des statistiques. Et si le gouvernement doit regarder dans le vide et poser des actes, ce ne seraient pas des actes qui vont profiter à la population, impacter la population. Donc pour vraiment toucher, pour poser des actes qui vont toucher vraiment les conditions de vie de nos populations, qui vont contribuer à une amélioration des conditions de vie de nos populations, il faut forcément des études. Donc, que les populations ne soient jamais fatiguées de recevoir les agents enquêteurs. Actuellement, nous sommes en train de préparer déjà une autre enquête qui visera à évaluer la pauvreté. Nous l'avons fait en 2018, où on a vu quand même que le niveau de la pauvreté a véritablement baissé. Ça, c'est des évidences statistiques. Oui. Ce n'est pas... on ne se base pas sur ce qu'on entend, mais c'est des évidences, c'est les informations que nous collectons auprès de la population. Et donc, cette fois-ci, que les gens ne soient pas fatigués de nous donner les informations. D'accord. Il faudrait qu'ils donnent les informations justes. Ce sont ces informations-là qui seront traitées dans l'anonymat. Donc, tous ceux qui ont donné, ceux qui se sont prêtés à nos questions, on ne les connaîtra même pas. Oui. Parce que les informations sont traitées dans le strict anonymat et on traite les enfants avec la plus grande confidentialité possible. D'accord. Alors nous sommes en période de coronavirus et les populations sont bien réticentes en raison des différents communiqués du ministère de la Santé qui invitent donc tout le monde à se méfier et à prendre, les mesures qu'il faut. Est-ce que vous, à votre niveau, au niveau donc de vos équipes, des dispositions sanitaires ont été prises pour éviter, n'est-ce pas, le contact, sinon éviter la contamination? Exactement. L'Institut national de la statistique et de la démographie a pris vraiment la mesure de l'enjeu, puisque depuis l'année dernière, avec l'apparition de ce mal, nous avons déjà organisé plusieurs opérations de collecte qui ont réussi, parce que nous avons toujours pris les dispositions qui s'imposent. Je peux déjà vous dire que tous les agents qui sont actuellement sur le terrain pour la collecte des données sont vaccinés et disposent donc de leur passe donc sanitaire. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais également lors des formations, il y a des modules spécifiques qui ont été développés pour que les agents puissent bien comprendre les pratiques, les normes, tout ce que le gouvernement a préconisé pour pouvoir éviter la propagation, la contamination de ce mal. Donc les mesures, les gestes barrières, le port régulier de masques et le lavage des mains, la distanciation sociale, etc. Donc, tous ces aspects-là ont été enseignés aux agents. Et également au niveau de l'Institut, nous avons mis à leur disposition le matériel qu'il faut. Donc, les agents sont dotés de masques qu'ils doivent changer régulièrement, comme cela a été indiqué. Ils disposent des gels hydroalcooliques pour le lavage régulier des mains. Je disais tout à l'heure que l'enquête aborde
les thématiques de nutrition, ça veut dire qu'ils ont des appareils, des outils, des toises, des pèse-personnes pour toiser, mesurer les enfants. Donc c'est le matériel qui doit être désinfecté de façon régulière. Donc ils disposent de tout le matériel désinfectant pour pouvoir le faire. Donc toutes ces dispositions-là sont prises pour qu'il n'y ait aucun cas de contamination. Et dès lors que on est les moindres soupçons, les dispositions qui doivent être prises pour l'alerte sont enseignées aux agents. Donc, ok. Alors l'opération a commencé, je crois, depuis le 6 octobre dernier, bientôt un mois, et ça doit se poursuivre jusqu'en 2022. Est-ce que pour l'instant, vous avez le retour sur les difficultés de vos équipes sur le terrain? Oui, bon, en fait, nous faisons le suivi également sur le terrain avec les équipes. Et ce qui nous est revenu souvent, c'est que les ménages sont un peu méfiants de ça. D'abord, mais avec ce que je vous ai dit, à travers l'explication, quand les agents arrivent à expliquer, à bien présenter l'enquête et à se prêter aux questions, parce que l'enquêteur aussi a le droit de nous poser des questions. Donc, faut davantage comprendre. Pour davantage comprendre. Quand les gens comprennent, ils se donnent à nos questions et puis ils répondent favorablement. Donc, c'est véritablement ça. Et nous allons prier nos populations à continuer dans ce sens. Le travail que nous faisons, c'est d'abord pour eux, parce que nous collectons les informations, nous les analysons et nous les publions, nous mettons à la disposition donc du gouvernement pour pouvoir élaborer de meilleures politiques, des politiques qui tiennent compte de leurs conditions réelles de vie. Alors, Christian, déjà, le constat qui est fait, c'est qu'il n'y a pas un travail préalable de communication à l'effet de toucher les populations, de les préparer en conséquence de l'arrivée dans les ménages des équipes. Pourquoi on observe cet état de choses et que souvent les populations sont là et c'est en ce moment que débarquent vos équipes pour sonner à la porte? Ça peut peut-être justifier cette réticence des populations. Bon, oui, monsieur le journaliste, vous savez, on ne reste pas les bras croisés. Il y a quand même une communication qui est faite. D'abord, sur le plan administratif, nous saisissons la hiérarchie. La préfecture est saisie et c'est la préfecture qui alerte nos différentes communes, les communes à leur tour, les arrondissements, etc. Mais au-delà de ça, vous savez que l'Institut national de la statistique, c'est l'organe par excellence qui produit les statistiques officielles au niveau du Bénin. Ça veut dire que nous sommes sur le terrain pratiquement tout le temps. Nous sommes sur le terrain pratiquement tout le temps. Donc, il peut y avoir une certaine confusion au niveau des populations. Cette enquête, par exemple, qui dure 3 mois, dans certaines communautés, c'est peut-être dans le 3e mois que nous irons dans leur ménage. L'information est passée bien avant. Donc, il y a lieu de répéter les communiqués pour que les ménages soient bien informés. Mais c'est aussi le moment de lancer un appel à nos autorités locales. Parce que ce travail, c'est d'abord eux aussi. Parce que c'est à travers ces statistiques qu'ils pourront également élaborer de meilleurs programmes au niveau de leur commune. Qui, je dirais, s'assimilent bien aux besoins réels de la population. Ça veut dire que nos communes, nos maires, nos chefs d'arrondissement, les chefs quartiers, villages, doivent accompagner l'opération à travers la sensibilisation. Et ça se fait. Nous arrivons dans certaines communes, c'est les maires, c'est les CA, etc. qui mobilisent les moyens pour sensibiliser parce qu'ils comprennent que ce travail, c'est le fruit de ce travail, c'est vraiment pour le développement de leur commune. Et lorsque ça se passe comme ça, c'est une fierté et ça permet de réussir véritablement la collecte dans ces zones-là. Super. Avant de vous laisser partir, comment seront-ils identifiés, vos agents? Bon, les agents... particularité? Oui, nos agents sont dotés d'abord d'un badge qui est signé du directeur général de l'Institut. Et également, ils ont une lettre de recommandation. Et nous avons également confectionné des polos et des casquettes où les agents déjà... À l'effigie de l'Instad. Exactement, et de l'enquête mixte. Donc déjà, à la vue de tous ces éléments, on peut déjà comprendre que ce sont nos agents. Et donc, nous allons inviter vraiment la population à nous accorder vraiment un peu de leur précieux temps pour pouvoir répondre à ces questions. Merci beaucoup, monsieur Rémi Rougavou, directeur des études à l'Instad, l'Institut national de la statistique et de la démographie. Merci d'être passé pour nous apporter des explications sur cette enquête de grappe à indicateurs multiples que vous réalisez
qui va durer 3 mois. Merci à vous. Merci, on va vous accompagner avec cet élément magazine en rediffusion comme nous le faisons tous les jeudis sur Actu Matin. La ferronnerie et la soudure à lac. Ouliat Saloussi est allé à la rencontre d'un passionné du métier. Il s'agit de monsieur Serge Tossavi. Je vous invite à le suivre. Aujourd'hui, notre équipe de reportage est accueillie par monsieur Serge Tossavi. Bonjour Serge. Bonjour madame la journaliste. Vous êtes spécialisé dans la ferronnerie. La ferronnerie, qu'est-ce qu'on entend par ça? Merci bien madame la journaliste. La ferronnerie, c'est tout ce qui concerne la fabrication métallique, c'est-à-dire la soudure, les agencements et tout ce qui fait suite à ça. Aujourd'hui, on est dans votre atelier pour découvrir ensemble avec les téléspectateurs ce que vous faites. Qu'est-ce que vous nous proposez? Nous allons vous proposer la réalisation d'une grille anti-effraction, c'est-à-dire la grille de l'entrée d'un salon, le salon d'une maison. Voilà. Mais quel est le processus pour fabriquer cette grille? Pour fabriquer une grille, voilà le processus, c'est quoi? C'est le découpage, maintenant l'agencement, nous allons faire la soudure. Et vous allez constater tout à l'heure que nous utilisons le courant fort. Vous allez constater tout à l'heure les étincelles. Et je crois qu'avant de souder, nous allons porter nos verres. Nous allons vous faire porter aussi les verres pour notre sécurité, la sécurité de nos yeux. Il y a beaucoup de matériel qu'on utilise pour fabriquer les grilles, mais dans le cas d'espèces, nous voulons utiliser les tubes carrés, les fers cornières et les fers plats. D'accord, on va y aller. Voilà, je commence par les dimensionnements. Je vais prendre les dimensions et je vais faire la coupure. Je fais la coupure. Et après, nous allons nous mettre à l'agencement. Alors, voilà, nous avons fini le découpage. Maintenant, nous irons au montage, à l'agencement. Monsieur Serge Tossavi, on est à l'étape de réalisation. Donc, on va voir comment ça se passe. C'est bon? Eh bien, voilà. On passe à la soudure, c'est ça, non? Oui. Est-ce que ça ne fait pas partie des difficultés que vous rencontrez dans le métier? Bien sûr, parce que les difficultés que nous rencontrons, c'est bien sûr la baisse de tension. La baisse de tension, quand la tension n'est pas forte au niveau de la SBE, nous en souffrons sérieusement. Et secondo, les matériels. Il n'y en a pas, il faut les commander dans les quincailleries. Quand les marchandises ne viennent pas dans le port, nous sommes aussi en difficulté. Je constate que le travail évolue bien. Les fers sont soudés. On est presque à la fin de la réalisation de la grille. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Il y a que nous avons commandé certaines parties de cette réalisation au niveau des forgerons. Et tout à l'heure, nous allons faire les agencements, vous allez constater.
Donc maintenant nous allons renforcer la soudure. Quelle est la suite? La suite, après le montage, maintenant, c'est de souder proprement la grille, meuler et puis faire appel au peintre pour qu'il fasse le laquage et passer l'anti-rouille. Qu'est-ce qu'on n'entend pas meuler en fait? Meuler, c'est une machine qui nous permet de rendre propre le travail qui est fait par les baguettes. J'ai toujours besoin de porter mes verres? Oui, surtout ça là. Ça lance les étincelles. Oui. Voilà, maintenant nous allons solliciter l'intervention d'un peintre pour le laquage, c'est-à-dire ils vont mettre de la mastic là-dessus, rendre ça propre et prendre du papier vert pour polir et puis à la suite mettre l'anti-rouille. Parce que nous arrêtons à l'étape de l'anti-rouille. Quitte maintenant au propriétaire, après le montage par les maçons, de mettre la peinture de son choix. Monsieur Serge Tossavi. Oui, madame. On vous a vu réaliser une grille. Dites-nous d'où est partie cette passion pour le métier? En fait, en ce qui concerne la soudure que j'ai embrassée depuis près de 30 ans, parce que je l'ai commencé depuis 89, c'est dans plus de 30 ans déjà. En fait, j'ai fait la fabrication mécanique au CPU, au Collège Polytechnique Université, de l'Université d'Abomey-Calavi. Et après ça, j'étais dans la formation puisque rien des travaux de l'université ne sortait de la maison, c'est nous qui réalisions tout au CPU dans le temps. J'ai dû m'intéresser aussi à la soudure industrielle, ce qui fut fait. Et aujourd'hui, ça me nourrit. J'ai libéré beaucoup d'apprentis dedans. Et pour l'instant, je n'ai plus d'apprentis. Je me suis résigné à ne plus en avoir parce que les enfants d'aujourd'hui ne veulent plus de la formation. Ils ne veulent pas travailler. Alors je ne travaille qu'avec des ouvriers aujourd'hui. Mes ambitions, c'est de toujours continuer dedans, faire que ceux qui travaillent avec moi puissent réaliser, puisque ce n'est que ce qu'on sait faire qui donne à manger, qu'ils puissent réaliser dans ce métier que nous avons embrassé tous. Qu'est-ce que vous fabriquez en général? Voilà, ici nous faisons tout ce qui est métallique. Nous fabriquons les rampes d'escalier, les balcons, les charpentes, les portails, les grilles, tout ce qui est dans la ferronnerie. On intervient sur les camions, les châssis de camions, nous intervenons sur les petits véhicules, les châssis des véhicules, tout ce qui est des fers solides, nous les travaillons, tout sauf ce qui est des petites tôles qui est réservé pour les soudeurs autogènes, qui sont avec les mécaniciens dans les garages. Nous allons demander à nos chers clients, à nos téléspectateurs, de bien vouloir nous faire confiance. S'ils ont des travaux de soudure métallique à commander, qu'ils viennent à Godomè sur les pylônes, derrière le cimetière, en face du terrain des transitaires et du terrain Loïc Champions League, dans le nouveau marché en construction de Mvenou-Mende. Nous sommes juste derrière le marché, sous Dokolatier. Monsieur Serge Tossavi, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain. Et voilà, le rendez-vous en immersion est pris tous les mardis et en rediffusion les jeudis, juste avant la revue de presse. Et justement, parlant de revue de presse, nous y sommes. Nous proposons de vivre ici l'actualité avec ce jeudi, celui-là qui a lu pour nous les journaux Narcisse Alossé. Bonjour à toutes et à tous. Très peu de journaux nous sont parvenus ce matin avec une variété de sujets abordés. L'autre quotidien s'intéresse à l'assainissement du cadre de vie à Cotonou et annonce un vaste chantier d'embellissement de la ville. Bientôt, Cotonou sera complètement embelli et moderne avec des travaux de revêtement et d'aménagement. Quoi savoir le journal? Le même sujet fait la tête de une du quotidien Le Matinal qui dresse dans ses colonnes la liste de ces parties de la capitale économique du Bénin concernés par ces travaux d'aménagement.
Il s'agit, à en croire la publication, de l'esplanade des Amazones, la place de l'Indépendance, le champ de foire et le jardin de Mathieu. La nouvelle semble réjouir le quotidien La Cloche qui écrit en gros titre qu'avec ses travaux d'aménagement urbain annoncés dans la capitale économique du Bénin, Cotonou est sur orbite des plus belles capitales d'Afrique occidentale. Une partie de la presse revient ce matin sur le retour au Bénin des biens culturels détenus par la France. Mes confrères se félicitent une fois encore de la nouvelle et saluent ce qu'ils appellent l'exploit des gouvernants actuels. Retour imminent des 26 œuvres d'art au Bénin, Patrice Talon l'a fait, s'exclame le quotidien Matin Libre, qui parle d'un courage politique sans précédent. Mon confrère publie dans ses colonnes le programme d'accueil et de promotion de ces œuvres du Trésor royal d'Abomey. Pour le journal L'Autre Vision, la restitution de ces œuvres patrimoniales du Bénin est la preuve que la diplomatie béninoise est en marche. Le quotidien Fraternité, lui, nous emmène à l'université d'Abomey-Calavi et nous apprend que le professeur Ibrahim Salami est confirmé à la présidence du comité scientifique sectoriel sciences juridiques et politiques. Le recteur Félicien Avlessi lui donne carte blanche, ajoute mon confrère. Il a fallu du temps, mais c'est fait, semble s'exclamer Fraternité. Après les dénonciations liées à son élection intervenue le 22 avril dernier, détaille le journal, les autorités rectorales ont décidé de valider le choix des enseignants de la faculté de droit et de sciences politiques FADESP. Professeur titulaire de son État, Ibrahim Salami occupe désormais la présidence de ce comité. Démembrement du comité scientifique de l'université d'Abomey-Calavi, rappelle Fraternité, les comités sectoriels sont compétents pour deux types d'attributions. La première, le screening des dossiers des jeunes docteurs candidats au recrutement des nouveaux assistants. Et la seconde, l'examen de la présentation des dossiers des enseignants candidats pour les différents grades du CAMES. Dans la suite, ce matin, la résolution annoncée de la société industrielle de textile Cité Cessa de l'Ocosa. Une semaine après la décision du gouvernement, le quotidien Le Matinal trouve qu'avec la réouverture de la CITES, c'est un maillon essentiel du tissu industriel qui est ressuscité. Le quotidien Matin Libre lui écrit en gros titre qu'avec la reprise de la CITES par la société Dongako SA, le coton sera à nouveau transformé à l'Ocosa. Toujours dans la suite, ce matin, la décision du préfet du littoral, Alain Ronla, de fermer les maisons de tolérance à Cotonou. L'information fait le gros titre du quotidien Matinal pour lequel l'autorité préfectorale justifie la traque aux belles de nuit par la prolifération des réseaux de proxénétisme à Cotonou. Nous entreprenons de fermer tous ces espaces, a déclaré l'avocat dans les colonnes du quotidien Matinal. Pour le journal L'Autre Vision, le préfet Ronla muscle les actions contre la prostitution dans le littoral. Mon confrère nous rend compte d'ailleurs de la dernière descente de l'autorité dans plusieurs quartiers de Cotonou et nous apprend que nombre de bars et de maisons closes ont été fermés et des belles de nuit et leurs clients ont été embarqués. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. C'était la revue de presse sur Actu Matin et bien merci de votre fidélité sur Canal 3 Bénin. C'était donc votre matinale Actu Matin, Stop F1, toutes les équipes techniques de préparation, de réalisation et de présentation, sans oublier les diffuseurs vous disent un grand merci de votre attention. Rendez-vous demain, vendredi à partir de 7h. Comme on a l'habitude de le dire, ce sera quartier libre puisque ça sera l'effet de société, les artistes invités et bien d'autres pour vous apporter la joie, pour annoncer le week-end à venir. D'ici là, portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.